de notre soirée sur le motif manifesto, avec autour de la table Jean-Sébastien Blanc, designer 5 designer, Guillaume Hugon, fondateur et designer de Golgotha, et Joran Briand et Arnaud Berthereau, fondateur et designer du studio Briand et Berthereau. Nous avons évoqué dans cette deuxième table ronde une autre interprétation du motif qui est finalement aujourd'hui utilisé comme un médium de communication, comme un vecteur de communication. On parle aujourd'hui beaucoup chez les marques de manifeste. Les marques ont besoin d'exprimer leurs valeurs, leur vision sur la société. Et aujourd'hui, le motif, d'une certaine manière, dans le travail à la fois graphique et chez les designers, peut répondre en fait à cette demande d'expression. On va commencer cette table ronde par vous, Jean-Sébastien. Vous êtes donc designer au sein du studio 5 Designer. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du collectif, de votre démarche, et puis en quoi cette notion de manifesto résonne avec votre travail, et plus particulièrement avec le travail que vous faites sur le motif? Ok, bonsoir. Donc je suis Jean-Sébastien, des cofondateurs du studio 5. Alors, donc on est un collectif de design qui a été fondé il y a une quinzaine d'années. Et on a aujourd'hui je m'aperçois de ça, mais on a un design qui est beaucoup plus politique qu'esthétique en fait. Et la raison que je donne à ça, c'est qu'en fait, depuis le départ, on est plusieurs personnes, on a plusieurs mains, et c'est très difficile de se mettre d'accord sur des goûts et des couleurs. Donc en fait, on essaye à travers tout ce qu'on fait, on se questionne beaucoup sur le rôle du designer aujourd'hui dans la société et quel rôle il doit jouer, et on essaye du coup, alors c'est assez dur, hein, quand je dis ça, ça peut faire mal aux oreilles, mais on essaye de rendre la création assez scientifique et de mettre en place des sortes d'équations, parce que c'est hyper subjectif, des équations qui intègrent le cahier des charges des clients, nos attentes, les consommateurs, ce qu'on entend, les problématiques auxquelles le designer doit répondre aujourd'hui dans la société. Et puis, une fois qu'on a posé cette équation, du coup, le résultat, la proposition qu'on va faire, et la réponse, et on est tous entre nous unanimement d'accord. Donc voilà, donc c'est en fait ce travail de collectif qui nous a amené à avoir cet engagement qui nous caractérise et qui définit notre travail sur de nombreux aspects. Et dans l'exposition est présent une de vos pièces, donc copie originale by 5, avec justement cette utilisation de la typographie comme motif, comme manifesto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet et de quoi il est le manifeste finalement? Alors ce projet, on l'a pensé il est assez récent. On était en charge de la direction artistique des puces du design à Paris. On a accompagné l'événement pendant 3 éditions à la porte de Versailles. Et finalement, c'est en tant que créateur qui défendons l'original, on était assez choqués de voir le nombre de copies qui circulaient sur le marché, et finalement les gens qui comprenaient plus rien entre des originaux, des rééditions, des premières séries, et notamment le grand public. Et donc là, il y avait un sujet qui était celui d'essayer de dénoncer, en tout cas de sensibiliser les gens, parce que en fait, il faut savoir qu'en France, il est interdit d'acheter, de vendre, mais aussi de posséder de la contrefaçon. Sauf que finalement, en tant que consommateur, je pense que ce qu'on cherche à faire, c'est faire avant tout une bonne affaire. Il y a des sites marchands sur Internet qui sont super vicieux parce qu'ils communiquent carrément sur les noms des designers. Et finalement, on a l'impression qu'ils se font un peu avoir à l'insu de leur plein gré finalement. Mais
alors que c'est illégal. Alors les marques qui sont souvent moins connues que ces icônes du design, Éprouvé, Emus et Le Corbusier, essayent d'entamer des démarches auprès des autorités, mais ça prend du temps, c'est peu efficace. Et finalement, quand les douanes font des saisies de marchandises, ce qu'elles préconisent, c'est la destruction, la simple et pure destruction. Donc là, il y a un deuxième point, si on regarde ça d'un point de vue environnemental, écologique, un consommateur, clairement, moi j'appelle les douanes, je dis bon, je me suis rendu compte, j'ai une copie chez moi, qu'est-ce que je fais? On vous dit, vous la détruisez. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, et donc nous est venue l'idée finalement d'essayer de les mettre sous scellé, de les enrubanner d'un scotch qu'on a développé, qui est un scotch rouge, sur lequel il est écrit effectivement la législation, ce que je viens d'expliquer, qu'il est interdit de posséder des copies, et qui labellise ces objets comme des copies originales. Ce qui a pour effet finalement qu'un objet qui était censé faire de la mauvaise communication pour les designers devenait tout d'un coup l'étendard et le porte-drapeau d'un message. Donc j'ai cette table chez moi, je m'en suis rendu compte, je me rachète une sorte de conscience, mais en tout cas ça aborde une discussion entre amis, et donc on s'est mis à récupérer des copies, parce que nous on n'est personne pour décider, on n'a pas le droit de dire que c'est une copie en fait, c'est que la marque qui doit décider, et on n'a pas le droit d'acheter des copies, donc il a fallu nous fournir des pièces, donc on a travaillé avec les marques qui ont des stocks, Vitrac, Assinac, Knoll, etc. Et donc on a fait cette collection, mais nous l'objet qu'on produit en fait c'est ce scotch qui est avant tout une façon d'offrir une possibilité à des gens de venir marquer leur objet. Alors ça pose le débat, et en ce moment voilà, nos avocats sont sceptiques, parce qu'en fait à partir du moment où en tant que créateur et pas artiste mais on intervient sur une pièce qui était illicite, est-ce que ça redonne un caractère original à l'œuvre? Parce qu'en fait, on peut dire c'est une copie, mais je dis non, c'est une copie, est-ce qu'on peut la détruire, pas la détruire? Donc ça soulève ce débat. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse, mais aujourd'hui, nos avocats nous interdisent de vendre ces pièces, en tout cas dans les galeries. Mais bon, la mission première, c'était avant tout de faire passer ce message. Donc c'est un projet qui est emblématique de notre façon de travailler. Il y avait un sujet. Nous, ça nous fatigue un peu de créer des tables et des objets en permanence, des chaises, je pense qu'on en a plus besoin, qu'on en a assez. Donc c'est une façon de dessiner et d'intervenir dans le domaine du mobilier de façon assez politique et engagée, voilà, sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est la création, et parce que les designers vivent voilà, et les ayants droit des droits qu'ils perçoivent de la propriété intellectuelle, voilà, une marque préliminaire. Et moi, ça me fait penser aussi à un autre de vos projets qui est Apparat pour Baccarat, où finalement il y a aussi cette réflexion d'apposer quelque chose sur un objet pour redéfinir en fait comme vous disiez, sa définition même. Et là, est-ce qu'on est à la frontière du motif, ou en tout cas qu'est-ce qui peut être apposé sur un objet pour dire est-ce que c'est un objet luxueux, un objet populaire, comment on peut travailler finalement par cette application sur l'objet pour le redéfinir finalement? Est-ce que c'est pas ça aussi le rôle du motif? Si, alors là, voilà, la collaboration qu'on a eue avec Baccarat, voilà, a commencé classiquement par une visite d'usine, et voilà, tout est très ornemental, tout est très chargé, et bon, nous on ne se sentait pas du tout à l'aise de dessiner un vase et une lampe, et finalement on n'avait pas spécialement envie d'avoir du Baccarat chez nous, et on s'est posé la question pourquoi nous, en tant que voilà, jeune génération et pas designer, on n'avait pas spécialement envie de boire dans des verres Harcourt, et même en fait finalement des gens qui ont des verres Harcourt, des objets qui restent au placard parce que finalement ils sont tellement précieux qu'on a peur de les casser quand on les sort, et ils valent tellement cher que... Donc ce qui était intéressant, c'était le savoir-faire, le cristal, c'était ça qui nous plaisait, et on travaille beaucoup d'une manière générale avec l'objet. Voilà, c'est reconnu pour détourner les objets, on parle d'objets comme matière première, donc d'objets premiers. Et donc on a créé une collection qui est assez simple, qui s'appelle Apparat, et en fait, qui est en réaction à ce que je viens de vous dire, c'est
on a essayé de créer le premier verre Baccarat qui coûte le moins cher possible et qui soit accessible. Et finalement, qu'on ait envie de sortir du placard. Et donc, on est arrivé, je crois, avec un verre à moutarde chez Baccarat. Et puis, on a dit, voilà, ça c'est un basique, c'est un objet qu'on utilise tous les jours, qui est un vrai objet de design industriel. Et donc en fait, on leur a proposé juste de plaquer la silhouette en filigrane du motif Harcourt légendaire, en disant finalement, est-ce que quand on achète, donc on a décliné sur vase vers carafe, est-ce que finalement la silhouette, en l'occurrence le motif, peut suffire à élever le statut d'un objet et finalement, quand on achète un objet aussi précieux, qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que c'est son image? Est-ce que c'est son toucher? Et donc voilà, c'est une collection qui est encore éditée aujourd'hui chez Baccarat, qui se vend très très bien parce qu'en fait, elle est moins chère, tout simplement. Ouais, puis ça fait résonance aussi dans d'autres secteurs comme la mode par exemple, où finalement il suffit d'apposer, on pense au monogramme, voilà, un signe, un motif sur une matière qui n'est pas forcément noble, mais qui au final lui confère un statut luxueux parce qu'effectivement il y a un signe reconnaissable qui par le motif permet de modifier le statut de l'objet. Guillaume, vous c'est une autre approche du motif, mais qui reste aussi manifeste dans votre travail. Donc premièrement, quelques mots sur votre collectif. Donc vous n'êtes pas 5, vous êtes 3. 3, ouais, c'est ça. Donc racontez-nous un peu l'histoire de votre collectif et puis cette histoire du motif qui est différente, mais qui est extrêmement intéressante aussi sur ce qu'elle raconte aujourd'hui de ce qu'est un motif et comment on l'utilise aujourd'hui en communication et sur l'objet. Alors en fait, Golgotha, c'est l'association de 3 étudiants des arts décoratifs en design multimédia. À l'époque, c'était en 2013. Bon, c'est simple, en fait, à côté de l'école, on étudiait le graphisme, le graphic design, on s'ennuyait un petit peu. Donc on a commencé à travailler avec d'autres outils comme la 3D, la vidéo, des choses comme ça. Et on a complètement intégré dans notre pratique. À côté, en fait, on faisait ce qu'on appelle du VJing en plus des cours, et on s'est appelé Golgotha, parce qu'on trouvait que c'était un peu cool, ça faisait un nom de scène un peu black metal. Et bon, on l'a gardé, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, et ça restait, voilà. Ensuite, à l'heure actuelle, on a un petit studio dans lequel on travaille tous les jours, avec une production assez frénétique d'ailleurs en ce moment. Et le travail du motif est venu effectivement dans notre travail au travers de notre première commande au début de l'existence du studio, avec quelques marques de mode. C'était plutôt des créateurs, c'était récent. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, ils nous ont demandé de faire des motifs, et puis 1, et puis 2, et puis 3. Et c'est là qu'on a commencé à travailler toutes ces notions en fait, de pattern, de module, de répétition infinie, etc. Donc c'était des questions un peu techniques qu'on s'est posées au départ, et puis qui au final nous ont laissé la liberté de travailler autour de ça, et on s'est aperçu qu'avec cette contrainte très très difficile à gérer au début, en fait on peut ouvrir beaucoup de possibilités graphiques. Voilà. Et vous avez évoqué la technique justement, en quoi employer un mot un peu barbare, mais le digital, en tout cas tous ces nouveaux outils vous ont permis de repenser un peu le motif aussi, en tout cas le traiter différemment, voire même dans les sources d'inspiration, parce que voilà, on voit le t-shirt, on voit cet univers-là qu'on pourrait qualifier de pop culture, ou comment on retravaille à travers ces outils et cette répétition finalement une nouvelle interprétation esthétique du motif. En fait, c'était assez simple, c'est-à-dire que quand on a eu ces commandes de motifs, on s'est dit ah bah non, on va pas travailler le motif au sens où on l'entend aujourd'hui, et comme on le connaît, on a toujours aimé pousser les choses un peu plus loin. On s'est dit bah tiens, on va partir avec des outils vidéo, et puis comme ça on a la notion temporelle sur un mouvement qu'on peut choisir, et puis d'un seul coup ça va être une main, on cale un mouvement, on se dit tiens on va la répéter, on va voir ce que ça donne, et puis elle est en 3D, et puis il y a des ongles, etc. Ça donne plein de choses, plein de possibilités d'appliquer ces outils récents à des techniques un peu anciennes en fait. Et, lorsqu'on a vu ces choses-là une fois faites, en fait, techniquement, une fois portées, ça donne une autre dimension, c'est-à-dire que le motif prend un mouvement, il commence à bouger, et là ça pose d'autres questions. Par exemple, pour ce qu'on a fait avec Julia Tigerli, on s'est dit bon, on avait ce défilé au Armani Teatro à Milan, on
s'est dit, bon, bah, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un écran, on a une scénographie maintenant à penser. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à partir d'un motif de base et puis le faire bouger aussi d'une autre manière, l'animer? C'est-à-dire qu'on avait le mouvement du vêtement, et puis d'un seul coup, on s'est dit, bah, on va mettre ça juste sur un gros écran, et puis quand les mecs vont sortir par la porte, ben, ça sera animé pareil, mais d'une autre manière, sur l'écran. Donc c'était aussi une question de synchronisation et un truc un peu théâtral qu'on a pensé comme ça. Et votre collaboration avec Andrea Cruz, cette notion, on retrouve un peu cette inspiration du tuning qu'on évoquait tout à l'heure. Comment on arrive à créer un motif, ou en tout cas créer cette esthétique à travers cet univers qui est quand même, pour certains, particulier, un peu dans... Ouais, en fait, cette notion de tuning, d'image un peu digitale qui nous colle un peu à la peau. En fait, nous, le tuning, si vous voulez, c'est un truc qui n'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse à la base. Nous, on a eu ça, forcément, ils s'intéressaient à notre travail, donc on nous a commandé un truc un peu tuning, un peu fluo. Et on s'est dit, bon, on va essayer de le pousser, dans quelque chose d'un peu différent. Là, ils voulaient du nail art. Alors au début, on nous a dit, bon, le nail art, c'est quoi? C'est des ongles avec des dessins. Bon, on va faire carrément les mains qui sortent. On va essayer de pousser ça un peu ailleurs. Et tous ces thèmes qu'on a, qui sont un peu, enfin pour nous, je trouve le tuning, ça c'est un peu dépassé. Maintenant, ça faisait bien rire, etc. Mais quand on doit aller travailler, on essaie toujours d'apporter une dimension supplémentaire, que ce soit dans les vidéos ou dans les imprimés, quelque chose d'un peu original qui va questionner. Par exemple, ce motif-là qu'on peut voir, c'est un maillage qu'on voit de loin, noir et blanc, bleu et noir, pardon. Et en fait, le thème, effectivement, c'était tuning, mais on a juste fait un motif avec des pneus, en fait, c'est que des pneus. Voilà, quand on voit de près, on voit des pneus, puis les détails, les rainures forment un logo, enfin, on aime beaucoup travailler le détail dans nos images. Et c'est vrai que sur notre travail, nous, contrairement à vous, par exemple, vous avez carrément un engagement politique, etc. Nous, c'est plutôt, je perçois parfois un peu ça comme plus de la musique, c'est vraiment un plaisir pour les yeux, on travaille nos images comme ça. Et on évoquait un peu cette culture populaire. Pour vous, c'est quelque chose que vous revendiquez, cette inspiration qui, entre guillemets, peut parler à tout le monde. On utilise des codes qui sont compréhensibles par le plus grand nombre, et on sort peut-être une logique un peu esthétique du motif qui serait soit plus narrative, soit plus citationnelle par rapport à des œuvres d'art ou à une structure de motif connue. Est-ce que c'est quelque chose qui est structuré dans votre démarche, ou c'est plutôt spontané? Non, c'est spontané en fait. On n'est pas vraiment en train de revendiquer une culture populaire. C'est vraiment, quand on travaille, on est trois. Donc on a chacun un petit peu des idées, des manières de fonctionner différentes. On pose des choses, et puis ça donne ça, et puis on se dit, bon, bah ça c'est cool. C'est vraiment très simple. Et on ne revendique pas ça. On est baigné complètement dans la culture populaire en permanence, et c'est ce qui... Donc le prisme du studio Golgotha, c'est un peu ce qu'on digère, et puis ce qu'on ressort, c'est ça, quoi. Ça donne toujours des images très colorées. C'est la manière dont on interprète les choses, quoi. Selon vous, c'est représentatif d'une génération, à la fois dans sa manière de travailler le motif? J'évoquais un peu tous les outils digitaux qui permettent, vous parliez de la vidéo, de ces éléments-là. Est-ce que pour vous, ça va représenter une époque, ou c'est quelque chose qui va continuer à être assez fort dans votre travail au quotidien? Non, je pense que ce sera toujours là. Après ça, c'est vrai que par rapport au motif, moi, il y a quelque chose que je constate, c'est que ça a plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'un motif, souvent, c'est un peu la représentation d'un moment présent. C'est dans la mode, c'est très éphémère, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver sur les vêtements, ça va disparaître dans une semaine, la prochaine Fashion Week, c'est fini. Et en fait, il y a des motifs qui sont très pérennes. Par exemple, ceux qu'on peut voir chez Vuitton, Gucci, etc., qui sont des monuments même du graphisme, finalement, tellement on les voit. C'est toutes ces possibilités-là qui sont intéressantes et qui reflètent en fait la culture actuelle, et des choses qu'on porte, des choses qu'on a envie de mettre, même quand c'est sur des murs, en fait, c'est pareil. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que moi, j'aime beaucoup plus le côté qui est fait pour ne pas durer. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas trop forcément aux choses pérennes, je les admire, je les trouve très très belles, etc. Mais nous, on va plutôt chercher quelque chose qui va vraiment être sur un moment donné, un temps donné, une tendance. On va essayer de travailler, et puis... Dans notre travail, il y a quand même cette notion de pop art, en tout cas, de récupérer dans la culture populaire des signes pour leur donner une connotation esthétique qu'ils n'avaient pas nécessairement à la base. Et ça passe par ce que vous évoquiez, la répétition, l'agrandissement, enfin toutes des techniques qui permettent de rendre esthétique un code à la base populaire. Oui, bien sûr.
Là, c'est un peu ça. Et tous ces codes-là, il y a des moments où on prend aussi du recul dessus, et puis on se met à travailler sur des sujets complètement différents, ou par exemple le motif, quand on le pense d'abord en vidéo aussi, c'est quelque chose qui est une approche qui n'a rien à voir. Et en fait, au final, tiens, on va essayer de le passer sur un autre support. Ça peut être un mapping. On n'en a pas parlé, mais on avait fait un live il n'y a pas longtemps à Bercy où on a retranscrit tout un motif en mouvement sur un mapping. Et puis finalement, ils vont l'avoir sur leurs vêtements après aussi. C'est toujours une approche un peu globale qu'on essaie d'avoir sur tous les supports qu'on travaille. Merci beaucoup. Donc une approche plutôt manifeste politique, une approche du motif manifeste dans sa technique et dans dans ce que ça peut représenter en tout cas de générationnel. Avec vous, Joran et Briand, on voudrait évoquer une forme peut-être plus poétique de ce manifeste à travers votre travail. Mais avant, quelques mots, qui vous êtes, votre travail. Bonsoir. Donc on est un studio de design, on a une approche pluridisciplinaire. On travaille dans le domaine de l'espace, du graphisme et de l'objet. Donc il y a Arnaud, mon associé, on est une équipe de 7 personnes maintenant. On est basé entre Paris et la Bretagne. Et je pense que le fil rouge qui relie un peu les projets, c'est qu'on a une approche un peu frugale. C'est-à-dire qu'on essaie un peu d'avoir une économie de moyens dans la réflexion. Et d'essayer de faire le maximum avec le minimum. Voilà. C'est un peu le manifeste. Et moi, ce qui m'a marqué dans vos différents travaux, c'est le travail que vous avez fait, par exemple, pour cette école, où on vous a demandé de créer finalement un mur, et ce que vous avez proposé, c'est au contraire l'œil et le prisme de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et nous expliquer qu'est-ce que vous avez voulu manifester par ce travail-là? Déjà, dans l'approche d'un mur, finalement, faire une transparence, surtout pour une école, c'est pas nouveau. Ouais. Alors, en fait, tout part un peu du contexte. Faire un mur pour une école, surtout à Fresnes, dans une prison, c'est pas idéal. Ah oui, c'est pas Saint-Étienne, c'est Fresnes. Et donc, du coup, les architectes nous ont sollicité pour réfléchir sur ce motif, qui est composé en fait de 3 motifs qui se combinent. Et je pense qu'il est intéressant dans la collaboration archi-designer, c'est que sur ce projet-là, on associe à la fois la fabrication en série, donc industrielle, et un peu le sur-mesure, qui est le bâtiment. Et donc on a réfléchi à ce motif qui est un entrelac en fait, qui fait référence au carnet de coloriage des enfants, dans lequel on a inséré 26 têtes d'animaux. D'ailleurs les enfants s'amusent à découvrir les animaux et puis à tracer les zones projetées avec des craies et puis ils inventent d'autres animaux. Donc ça marche assez bien aussi sur ce côté un peu ludique. Et donc voilà, si je reviens en arrière, on parle de la série, et c'est comment on arrive à retranscrire en fait quelque chose de sur-mesure et de totalement combinatoire et aléatoire sur l'ensemble de la périphérie du bâtiment. Donc en fait on va créer un jeu de calpinage de différents rythmes, et en fait on donne l'illusion que c'est un motif qui est presque taillé sur mesure sur le bâtiment. Après, pour la petite histoire, c'est qu'on a voulu aussi amener de la poésie, de la transparence. On a en fait un brin qui est assez épais en partie basse et qui est structurel, et puis après qui s'affine en partie haute, pour donner un côté un petit peu évanescent au projet. Et tout le travail, c'est peut-être c'est comme un travail de façade, cette clôture, c'est-à-dire qu'on va créer une porosité entre l'espace public et l'espace privé. C'était un peu la réflexion qu'on avait sur ce sujet de l'école. À travers un motif. Et parlez-nous un peu du travail que vous réalisez en ce moment pour Retail Park à Saint-Étienne, où on retrouve ce travail du motif, ou en tout cas de l'interprétation du motif, et un motif qui envoie un message. Ouais. Je vais laisser Arnaud en parler parce que c'est l'expert de ce projet. C'est aussi une situation où on est en collaboration avec des architectes. Donc pour un Retail Park, vous l'avez dit, à Saint-Étienne, l'idée forte, c'est que les architectes sont venus nous trouver en disant on a déjà vu votre travail, on connaît votre approche, et on a envie que vous trouviez un graphisme, un motif qui donne au bâtiment une identité. Et du coup, on a réfléchi, et puis en fait, instinctivement, on s'est tourné vers Saint-Étienne, la ville du charbon. Et de par ce fait-là, on est arrivé à créer un motif où on retrouve, alors je ne sais plus ce que c'est, si c'est la composition du charbon, et qu'on est venu agréger avec un autre motif végétal. Du
coup, l'idée, c'est le concours a été gagné, et du coup, c'est en réalisation, et le bâtiment sortira pour début 2020. Et c'est un peu une prouesse aussi, parce que finalement, ce motif va se retrouver sur une toiture de 30 mm². Et ce qui est intéressant dans cette approche-là en tant que designer, et comme le motif sur frame, c'est qu'il y a vraiment une approche plastique et aussi une notion de production, ce que disait Joran, le fait d'avoir, comme on est en architecture, il y a des grandes surfaces, on est obligé de répéter les choses. Et dans cette notion de répéter les choses, on est obligé de les penser pour que ça rentre dans un mode de production, pour que ça rentre dans des contraintes économiques et tout ça. Et c'est aussi ce qui fait que le motif, il y a une base, il y a un dessin, et après il vit autrement, et il a une autre vie, quoi. C'est ça que, moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce travail, dans la collaboration avec les architectes. Il y a sûrement la notion de sens aussi que vous avez su donner à ce motif qui a fait que votre projet a été retenu, parce qu'au-delà de l'aspect formel, il y a un message, ou en tout cas il y a une double lecture derrière l'aspect esthétique, et je pense que c'est ça qui donne aussi toute la force de votre proposition. Ouais, c'est clair que je crois que la ville de Saint-Étienne a quand même assez bien aimé l'écho qu'on faisait de ce motif avec entre autres le charbon et puis le végétal. Et puis l'idée c'est effectivement que les gens, la ville, le bâtiment s'associe à ce motif-là aussi, et qui ça crée effectivement quelque chose de très fort. Et donc vous disiez que vous étiez designer, donc pas seulement de l'architecture, mais aussi de l'objet. Vous avez travaillé avec Line Roset pour un tapis écume. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de la création de ce motif qui, à la fois, je trouve, dans sa démarche et dans son résultat, dit beaucoup sur comment on crée un motif et qu'est-ce que peut être un motif aujourd'hui. Alors en fait, le motif écume, il vient à la base d'un travail photographique, parce qu'on réalise un magazine tous les 2 ans, on part dans un pays rencontrer des créatifs surfeurs qui sont passionnés par l'océan, on essaie de comprendre un peu leur style de vie, comment ils arrivent à associer à la fois leur discipline artistique et leur passion pour la mer. Voilà. Et donc on prend des photos, et quand on revient à l'agence, alors moi j'ai un peu une obsession sur les motifs aquatiques, les plans d'eau. Donc on prend beaucoup de photos de spots de surf, tout ça. Et donc en fait pour la sortie du numéro 2 de ce magazine qui s'appelle What is the Best, on a voulu en fait faire un travail graphique sur justement un spot de surf, un plan d'eau d'un spot de surf. Et du coup de le tramer graphiquement jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de très organique. Et ça a généré en fait ce motif. Mais à la base, c'est issu vraiment un travail photographique un plan d'eau lisse avec du vent, sans vent, comment il se transforme. Et donc voilà, c'est généré comme ça. Donc c'est presque le motif comme une version extrêmement épurée d'une image où on aurait récupéré l'essence des lignes pour ensuite créer un motif. C'est ça, ouais. C'est comme si on essaye de pixeliser, mais de façon plus courte, plus organique, une image. Et on aime bien jouer sur cette ambiguïté où justement on perd la lecture, où on tombe dans le motif, mais avec différents niveaux de lecture, quand on prend le recul, on voit que c'est un plan d'eau. Je crois que vous avez fait un travail presque similaire avec la vague de Kouzaï, où finalement là aussi vous êtes venu simplifier cette œuvre jusqu'à créer un motif. Ouais, c'est des copains surfeurs qui ont monté une marque qui s'appelle Cuve de Grenouille, qui est une marque prêt-à-porter parisienne. Ils nous ont laissé un peu carte blanche sur la réalisation d'un motif qui bien sûr évoque le surf. Et donc du coup, qui dit surf dit vague, et puis voilà l'image un peu d'Épinal de la fameuse grande vague de Koussaï, cette gravure. Et on a fait un travail de simplification à l'extrême, jusqu'à ce qu'on arrive à juste 3 traits. Il n'y a plus rien à retirer, et on dit voilà, ça c'est une vague. Et après, on l'a mis en rollover, et on a fait un travail de plus, enfin, on l'a dessiné, mais on a repris après à l'ordinateur avec un gros paint, qui est un outil qui donne un côté un peu pop et un peu naïf à ce dessin. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, c'était une commande comme ça, et en fait c'est devenu un peu l'emblème de leur marque, et ils l'ont appliqué après sur plein de supports, sur plein de collabs, et ça va faire 4 ans qu'ils le réimpriment, et ça fonctionne plutôt bien. On ne sait jamais en fait, ça marche ou ça ne marche pas. C'est ce
aussi intéressant. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. On a vu effectivement le motif manifesto, le motif représentatif d'une génération, en tout cas d'une expression esthétique différente qui passe par des techniques différentes, et un motif à sens. Et je pense que nous, ce qu'on voulait démontrer à travers cette table ronde, c'est que derrière un motif, il y a toujours un message qui peut être caché, ou en tout cas une interprétation différente qu'on peut lui donner. Et je pense que c'est toute la force aujourd'hui du motif et ce qui rend son utilisation extrêmement intéressante. Je vous propose de passer la parole au public si cette fois vous avez des questions pour nos intervenants. Toujours pas. Merci beaucoup, merci à tous pour votre présence. Et,